Merci beaucoup, Samir. Je suis vraiment ravie que tu aies accepté notre invitation, ravie qu'on échange ensemble aujourd'hui. Tu es un entrepreneur, un intrapreneur passionné, passionnant. Tu es quelqu'un qui cherche vraiment à développer une économie positive, une économie intégrale, qui améliore les conditions de vie en protégeant l'environnement. Donc ça m'intéresse vraiment de voir quelle est la vision que tu portes avec cette vision long terme. Aujourd'hui, en fait, tu es Startup Partner, vice-président chez Schneider Electric au sein de l'Innovation Hedge Team. C'est comme ça qu'on dit. On peut dire comme ça, c'est pas grave. Tu crées des partenariats stratégiques avec des sociétés très innovantes, c'est dans l'électricité, la clean tech, les mobilités, le digital. En plus de tes fonctions de VP chez Schneider Electric, tu es aussi le fondateur d'Anthropopi, une société de conseil. Tu aides des startups à accélérer leur développement pour atteindre une croissance solide, durable, soutenable. Et tu as encore d'autres talents, puisque tu as pratiqué le judo en compétition au niveau international jusqu'au bac. Ensuite, tu as rencontré la danse, tu as changé ta vie, tu t'es plongé coréen, tu es devenu danseur, tu as fait du hip-hop, de danse contemporaine, du jazz, tu es devenu professionnel en danse, tu es devenu professeur de danse, chorégraphe pendant 10 ans. Et revenu. Donc voilà, tu vas avoir des tas de choses passionnantes à nous dire. On va discuter ensemble une dizaine de minutes. Et puis on va balayer 4 questions, 4 thèmes. Comment tu innoves avec les startups? Quelle vision tu en as? Qu'est-ce que la crise sanitaire change à ces relations, à ton rapport au digital? Et puis, dernière question, tes 3 souhaits pour demain. Ça te convient? Non. Super. D'abord, merci de m'avoir Bon. invité. Très content de l'échange. On commence par quelle question? Ben, la première, c'est-à-dire ouais, comment aujourd'hui tu innoves avec les startups, quelle vision tu as d'innovation, comment. Ok. Alors, c'est une vaste question, donc je sais pas exactement ce que je vais couvrir. Ce que je vais essayer de faire, c'est peut-être de faire une réponse qui va réconcilier trois angles. Celui en tant que salarié d'un grand groupe qui travaille dans l'innovation, celui en tant que consultant indépendant, et puis celui de cofondeur de start-up. Euh, donc, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'on a une surabondance de contenu qui parle beaucoup de comment rendre l'innovation plus efficace, comment devenir une licorne. Derrière ces contenus-là, il y a en gros un récit qui est que l'innovation, c'est la solution à tout, ou que l'innovation, en tout cas technologique, ça veut dire progrès. Et moi, ce que je constate quotidiennement, c'est un peu autre chose. En fait, c'est une transformation radicale dans le monde de l'innovation, qui est que pour la première fois, on a un inversement de l'offre et de la demande technologique. En gros, on a plus de solutions que de problèmes. Le fait qu'on ait une offre de solutions quasi infinie, ça fait que ça impose maintenant dans l'équation la dimension éthique, puisqu'en gros, les vrais sujets, c'est de se demander quel problème on veut résoudre, pourquoi ce problème plutôt qu'un autre. Et donc, en fait, la question éthique commence à devenir constitutive de l'innovation, et on n'est plus dans la technologie comme progrès a priori. Voilà. Donc ça, je pense que c'est le, la vraie chose que je constate. Et donc, du coup, concrètement, comment ça se passe? Bah, moi, je rencontre souvent 10 startups par jour. À la fin de la journée, il y a un truc qui ne les différencie pas, c'est le fait d'avoir parlé de leur techno, d'avoir employé des mots comme intelligence artificielle, machine learning, data science, blockchain, enfin. Donc, en fait, elles ont toutes ce vocabulaire à présenter. Donc, en fait, c'est pas ça qui les différencie vraiment. Ce qui va les différencier, ça va vraiment être au service de quoi tout ça va être mis et la finesse du problème qu'elles veulent résoudre. Donc, je pense que c'est vraiment ça pour moi le changement qui a vraiment lieu. Alors, ça ne veut pas dire qu'une startup qui vient en voulant sauver le monde va être différenciante ou va réussir. Ce que ça veut dire, c'est juste que dans le long terme, les plus performantes, elles doivent être performantes et avoir une approche éthique solide pour réussir dans la vraie vie. Voilà. C'est super intéressant ça et je comprends ta logique. Est-ce que tu penses que tout le monde peut porter cette logique-là? Je veux dire, aujourd'hui, finalement, on pourrait dire, enfin, voilà, c'est celle qui porte un vrai projet qui va permettre une croissance soutenable, qui va faire sens et avec laquelle on va partir, si je te comprends bien.
On pourrait aussi se dire, c'est laquelle qui va nous rapporter le plus d'argent à court terme, et à elle et à nous, en tant qu'entreprise. Donc, tu penses que ça, aujourd'hui, ça marche plus? Ça serait une Bah, bonne nouvelle, hein, mais... ce que tu décris, c'est l'arbitrage classique entre le court terme et le long terme. Ouais. Et donc, quelque part, tu as deux écoles. Tu as une école qui va dire je suis incapable de prévoir le futur et tout ce qui est financièrement bon à prendre est bon à prendre. Mhm. Et donc, ça va donner lieu à des partenariats qui, quelque part, sont des one-shot et s'inscrivent pas dans le temps. Mhm. Alors, sur les trois casquettes dont je parle, mon approche est plutôt de construire des partenariats qui s'inscrivent dans le temps. Donc, c'est pas, Mhm. quelque part, c'est pas de la spéculation liée à l'innovation. Oui. Et dès qu'on commence à se projeter dans le temps, et plus le temps est long, plus Mhm. ces questions-là deviennent pertinentes. Donc tu as Mhm. raison, Mhm. c'est un gradient. Plus on est court-termiste, moins ça a de poids. Et plus on essaie de construire quelque chose à long terme, plus ça en a. Voilà. Mhm. Ah, et toi, tu es dans une société qui a fait le choix du long terme. Donc, Ok. voilà. Nous, on est plutôt dans Mhm. une approche qui a un programme à long terme. Mhm. Et j'ai envie de dire le revers ou la contraposée de le monde est indéfini, c'est que ça laisse un espace pour choisir quel monde on veut construire. Donc Mhm. voilà. Donc, le côté long terme, ça, euh, c'est une épée à deux lames. Il y a Mhm. effectivement plus d'indéfini, mais j'ai envie de dire c'est la nouvelle norme aujourd'hui. Mhm. Et l'autre aspect, c'est ça nous donne la liberté de chercher à construire celui qui nous semble le plus souhaitable. Voilà. Donc c'est un Mhm. terrain de jeu qu'on aime bien. Hmm. Ça nous fait une bonne transition vers la suite. Finalement, la crise sanitaire que vit aujourd'hui, qu'on vit tous, ça va changer quoi? Et ça commence à changer quoi dans ton rapport avec les startups et l'innovation? Alors, ça va changer quoi d'une manière générale? J'en sais rien. Hmm. Parce que comme tout le monde, on va attendre Ouais. le temps de l'observation de l'analyse pour essayer de Hmm. comprendre ce qui se passe. Après, si je prends la question vraiment au niveau euh, extrêmement limité qui est mon quotidien Hmm. individuel, je pense qu'il y a peut-être deux aspects. Il y en a un qui est que euh, quelque part, ça nous a contraints à renoncer à un confort qui était un confort qui avait un coût financier, environnemental, temps et fatigue qui était important, qui était les réunions physiques. Mhm. Euh, et, euh, et ce confort-là, alors je vais appeler ça la convivialité professionnelle ou la convivialité des affaires, euh, Mhm. c'était perçu comme une condition nécessaire pour construire de la confiance. Mhm. Et aujourd'hui, on est privé de ce confort-là. On a le digital qui apporte des moyens qui sont très appréciables, très appréciés pour pouvoir continuer à fonctionner. Mhm. Euh, donc, en surface, moi je trouve que le digital apporte beaucoup de choses, et notamment, moi qui suis un militant anti-cravate, je trouve que ce que ça apporte, c'est des interactions qui sont quelque part euh, dont, la, dont les contraintes, on va dire, ou les codes sociaux sont atténués. Quand Mhm. les gens travaillent à distance durablement, ils arrêtent de mettre des costumes, ils arrêtent d'avoir des protocoles sociaux qu'ils répètent. Et je pense que ça permet éventuellement d'avoir des échanges qui sont peut-être plus sincères ou plus fonctionnels. Donc ça, on va dire en surface, c'est ce que potentiellement ça peut apporter. Après, en profondeur, en fait, j'ai beaucoup de questions et je ne sais pas trop. Mhm. Parce que dans la communication ou dans la façon dont on fabrique la confiance, il y a un aspect qui est assez animal, qui fait qu'il y a tout ce qui se passe en dehors du verbal ou de la toute petite fenêtre visuelle qu'on a. Mhm. Il y a la chimie, enfin, il y a plein de choses. Et ça, je ne sais pas comment on va réinventer le fait euh, d'avoir des échanges qui prennent tout ça en charge. Et enfin, t'en parlais dans un article il n'y a pas longtemps, c'est pareil pour les émotions. Mhm. Donc, comment est-ce qu'on va transmettre, partager, prendre en charge les émotions? Je ne sais pas trop. Donc, Mhm. j'ai plus de questions que de réponses sur ce point-là.
Ouais, c'est un peu inventé parce qu'effectivement, c'est pas très compliqué de poursuivre une relation qui existait déjà, en fait, à distance, parce que finalement, on peut construire toute la partie de la personne qu'on ne voit pas à partir de ce qu'on a déjà vécu ensemble. Et Exactement. après, il y a effectivement la relation qui se construirait que comme ça. Et il y a plein d'histoires de gens qui se sont rencontrés sur Internet et qui se sont pas plus quand ils se sont vus pour de vrai parce qu'ils avaient construit une histoire qui n'était pas la bonne. Voilà, il y a sans doute des choses à faire sur le fait de ne pas se tromper. Et puis, je crois aussi que j'ai l'impression aussi que les notions de crédibilité, en fait, rentrent plus en jeu quand on ne se voit pas. Que parfois les notions de confiance naturelle parce qu'elles viennent moins facilement effectivement par le présence. Mais effectivement, ça va être un élément à étudier. Après, ce qui est intéressant, c'est que tu as des biais dans les deux sens. Ça veut dire que dans les rencontres physiques, tu as aussi pas mal de biais avec les gens qui vont s'imposer naturellement et qui peuvent se faire au détriment du contenu. Donc, avec le digital, on n'a plus ce biais-là. Mais en même temps, le digital nous coupe de tellement d'informations qu'on a par ailleurs, et on est des animaux politiques, et dans animaux politiques, il y a animaux. Et ça, là, il faut qu'on trouve un moyen d'être capable de construire quelque chose dessus différemment, quoi. Ouais, tout à fait. Là, merci beaucoup pour tout ça. Là, on est dans ton rapport quotidien au digital. Avec les startups avec lesquelles tu travailles, est-ce que dans ce que tu vois aujourd'hui, sans se projeter dans l'avenir, est-ce que ça a déjà changé quelque chose? Le confinement, la crise sanitaire, Alors, c'est trop tôt pour le dire. alors projeter dans l'avenir, je ne sais pas. Par contre, si je regarde ce qui s'est passé les 6 dernières semaines, je vois trois choses qui n'ont pas changé et peut-être deux choses qui ont bougé. Donc, dans ce qui n'a pas changé, il y a d'abord les interactions quotidiennes avec les startups. C'est un monde qui avait déjà, de toute façon, comme usage commun de travail à distance, de faire des visioconférences, etc. Donc, ce mode d'interaction, quelque part, il était déjà en place, en tout cas, avec les startups. Donc ça, pour moi, c'est un non-changement, quelque part. Ce qui n'a pas changé, c'est aussi le niveau d'activité, en tout cas dans mes domaines. Donc, parce que justement, les clean tech, l'efficacité énergétique, les choses type low carbone ou opération à distance, c'est des domaines qui n'ont pas été tant que ça impactés par la crise comparé au tourisme ou au trafic aérien, etc. Donc, moi, je travaille sur des domaines qui ont été assez préservés en fin de compte. On a besoin d'électricité pour alimenter les hôpitaux. Donc, on fait partie des activités, on va dire, considérées comme stratégiques. Et puis, le dernier point qui n'a pas changé, c'est qu'on a tendance à l'oublier, mais le taux de mortalité des startups, c'est quelque chose qui, en régime normal, est déjà très élevé. Et ça ne change pas. Et d'une certaine manière, des crises, c'est juste un moment of truth en plus que les startups ont à affronter pour savoir si elles tiennent le coup ou pas et faire que le processus quelque part de sélection naturelle opère. Donc c'est une crise dans le monde des startups, ça fait aussi partie de la norme. Donc ça, c'est ce qui n'a pas changé. Normal. Voilà. Après, peut-être les deux choses qui ont changé, il y en a une dans mon activité sur les 2 derniers mois qui est dans la répartition de mon travail entre aller chercher des partenariats ou protéger et aider les startups dans notre portefeuille. L'équilibre entre les deux a changé et on passe beaucoup de temps auprès de nos partenaires et de nos startups pour vraiment les accompagner au mieux dans la crise. Donc voilà, c'est les moments qui resserrent les liens. Donc ça, c'est un élément. Et l'autre élément aussi que j'ai vu bouger sur 2 mois, c'est que très souvent, les activités pour faire face à l'incertitude commencent à réduire leurs investissements. Et ça porte aussi des contraintes sur un bon nombre de budgets R&D. Et du coup, la réaction à ça, ça a été un appétit plus grand pour la recherche de partenariats. Parce que quand on n'a pas le budget pour faire soi-même, on réfléchit à comment mutualiser les risques, faire avec d'autres. Donc voilà, dans mon cas, vraiment,
particulier et spécifique, il y a un regain d'activité sur les deux dimensions quelque part, jusqu'à présent. Ok, merci. Oui, sachant que tu es aux États-Unis, pour ceux qui en fait, nous écoutent et qui ne sauraient pas où tu es exactement À Boston. À Boston. Mais bon, ça peut sans doute être la même chose en Europe. Enfin, si on en vient à la dernière question, tes 3 souhaits pour demain, qu'est-ce que tu as envie de nous partager? C'est la fête, on a une lampe et Aladdin et un génie. Donc, alors, mon premier souhait, en fait, il est très court terme, il s'adresse aux populations qui ont été le plus impactées par la crise et ceux qui sont le plus exposés. Et donc, c'est qu'elles puissent retrouver une vie normale et s'en remettre le plus rapidement possible. Et quelque part, derrière ce souhait, on voit bien que le digital ne peut pas tout. Parce que ces populations, c'est précisément celles pour qui le contact humain n'est pas optionnel. Donc ça, c'est mon premier souhait. Après, c'est super, 3 souhaits. Le deuxième, je vais revenir sur ce sujet qui me tient à cœur, là, qui est une vision un peu plus long terme et l'éthique. Mon souhait, c'est qu'on arrive à développer des pratiques qui font que l'éthique devienne un préalable à l'action. Et que avant d'agir, on se pose la question de la raison d'être de l'action et de son impact. Alors ça fait un peu tarte à la crème de dire ça, mais en fait ici le digital peut pas mal aider parce que un des moyens de construire un monde qui est plus durable, c'est notamment de développer une chaîne d'approvisionnement complètement transparente. Et donc il y a que le digital qui peut permettre de le faire. Et il y a pas mal de startups. Alors moi, je fais partie d'une startup qui s'appelle Green Village, qui le fait à une toute petite échelle pour les fruits et légumes. Mais voilà, tous les acteurs sont les bienvenus parce que ce sera un exercice collectif. Donc ça, c'est le deuxième. Et puis le troisième souhait, il est relatif au fait que le monde est de plus en plus compliqué, qu'il n'y a personne individuellement qui est vraiment capable de mesurer l'intégralité des conséquences de ses actions. Et donc, mon souhait, c'est que la pratique de questionnement collectif devienne la norme, avec des procédés qui prennent en compte toutes les voies, et c'est-à-dire qu'elles en ignorent aucune. Donc, il y a pas mal de modes de gouvernance qui permettent ça, comme la sociocratie. Et il y a aussi des startups qui permettent d'augmenter, on va dire, la qualité de ce collectif. Donc, je pense à une startup en particulier qui s'appelle Civi en Californie, qui est en gros une application qui fait matcher les individus qui ont le même centre d'intérêt, mais qui pensent radicalement le contraire. Et en fait, elles sont passionnées par la même chose, elles ont des points de vue radicalement différents et elles notent, donc elles échangent. Le but, c'est pas de se convaincre l'un l'autre, c'est justement d'avoir un débat contradictoire. Et ce qu'elles notent à la fin de l'interaction, c'est la qualité du respect mutuel pendant l'interaction. Et donc, voilà. Là, le digital encore peut permettre de nous éduquer ou d'éduquer nos pratiques collectives et démocratiques. Donc voilà. Voilà pour mes 3 souhaits. Un grand merci à toi, Samir. Merci beaucoup.